Bonjour à tous et bienvenue sur Télé-Sud. Alors c'est une loi qui est universelle, à un poste de responsabilité. On succède à un incompétent et on est remplacé par un arriviste. C'est vrai dans tous les métiers, mais ça l'est encore plus en politique. L'ancien président a été et il est encore. Et les ex, il n'y a rien de plus encombrant. Même quand il ne prétend à rien, il est toujours un peu trop l'ancien président. Parfois, il encombre tellement ses héritiers qu'il faut à tout prix le faire disparaître. Et on voit ça même en famille. Regardez par exemple en Espagne, où le roi Juan Carlos a beau être parti dans le Golfe pour se faire oublier, eh bien il encombre toujours un peu la scène. C'est vrai aussi dans Aung San Suu Kyi que les généraux birmans ont jeté aux oubliettes et que l'on n'arrive pas à oublier. C'est vrai évidemment de l'ancien président ivoirien qui vient de passer 10 ans à la Cour pénale internationale et qui est désormais libre de ses mouvements et qui prépare son retour au pays comme s'il était Monte Cristo. On va parler dans un instant de la Mauritanie, puisque l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été inculpé pour corruption et placé sous contrôle judiciaire. Son avocat sera avec nous en duplex. Mais d'abord, bienvenue à Teddy Komboigo. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président, le chef de l'opposition au Burkina Faso. Vous êtes le président du Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est l'ancien parti de Blaise Compaoré qui a, faut-il le rappeler, présidé le Burkina pendant 27 ans, si je ne me trompe pas. Il vit depuis sa chute en 2014, il vit en Côte d'Ivoire. Comment va-t-il ? Je crois qu'il va bien, mais c'est bon de parler de l'avenir du Burkina Faso. On va parler de l'avenir, mais attendez, ça arc-boute chaque fois sur l'histoire. Je pense que vous avez bien introduit votre émission en nous disant il y a des gens qui sont partis, ils restent dans la mémoire, il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter la mémoire collective des populations. C'est ce qui se passe au Burkina Faso, mais nous avons besoin de cicatriser nos plaies et de regarder l'avenir avec espérance, avec les populations. Mais alors, vous dites qu'il va bien, on l'a dit malade, la rumeur a couru qu'il voulait quitter Abidjan, gagner Lomé. Non, pas jamais quitter Abidjan et gagner Lomé. Quitter Abidjan et gagner le Burkina Faso. Il veut rentrer au pays. Tout à fait. C'est en cours, les palabres avancent, la négociation bute sur quoi ? Je ne pense pas que ça bute. Je pense que le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris un engagement électoral, dans le fief même du président Compaoré, de prendre les dispositions pour que dans les 6 mois qui suivent son élection, il organise une réconciliation permettant aux exilés tous de rentrer, y compris le président Blaise Compaoré. C'est que le président n'aurait pas de compte à rendre à la justice ? Écoutez, tous ceux qui ont compte à rendre à la justice rendront compte à la justice. Vous savez, moi-même, je suis de formation juriste puisque je suis expert comptable. J'ai été auxiliaire de justice pendant 15 ans en tant que conseil des magistrats. Moi-même, j'ai été face à la justice en 2015 pour avoir été maladroitement accusé d'avoir soutenu un coup d'État. 4 mois, 8 jours après, j'ai été mis en liberté. 2 ans après, j'étais totalement blanchi. Ça fait des souvenirs, ça. Oui, ça veut dire il y a tout avant, simplement. Il y a après. Hein. Oui, ça veut dire tout simplement que personne n'est au-dessus de la loi et que s'il y a des... Ça va sans dire. Mais qui va rendre compte, qui va rendre justice aux 30 manifestants qui ont été tués en 2014 ? C'est la Haute Cour de justice, en réalité. La Haute Cour de justice a été saisie et tout le monde a été entendu. Le Premier ministre a été entendu, tous les ministres ont été entendus. Je ne vous fais pas une confidence, mais je suis allé le voir, mais ça tarde à venir, cette justice au niveau de l'insurrection. Parce que je vais vous dire tout de suite, la vérité, c'est que ce qui s'est passé en 2014 était jugé comme légitime, mais pas légal. Mais en fait, ils disent qu'on avait la légalité, mais on n'avait pas la légitimité de modifier l'article 30. C'est toujours ce qui se passe quand une révolution réussit. Exactement. Mais écoutez, une justice ne juge pas la légitimité, elle juge la légalité des actes posés. Et si on devait juger la légalité, vous verrez que l'ancien régime s'en sortirait grandi. Mais si on prend un peu de hauteur, on se dit que
Bon, le président Blaise Compaoré est tombé après avoir tenté de modifier la Constitution pour faire un nouveau mandat, pour se maintenir au pouvoir. Et tous font ça. Le président Sassou Nguesso vient d'être réélu. Le président Idriss Déby est là depuis on ne sait plus combien de temps, comme le président Paul Biya. Alassane Ouattara a été reconduit pour un 3e mandat, ce qui était quand même assez improbable. C'était l'an dernier. Les Africains sont inamovibles. C'est le continent non pas des hommes debout, mais des hommes immobiles. Non, c'est tout le paradoxe, mais également, je pense que c'est une responsabilité partagée avec les partenaires de développement qui doivent à un moment donné dire, écoutez, il y a une constitution, il faut respecter. Je me rappelle encore en 2014, lorsque les événements sont arrivés, j'étais de passage ici, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit le Burkina Faso servirait d'exemple aux autres pays. Je vois que le Burkina Faso n'a pas servi d'exemple. Et puis, mais attendez, est-ce que vous pensez que si un statut de l'ancien président était établi, vraiment coulé dans le bronze, une sorte de sauf-conduit, que jamais il n'ait à rendre compte sur ce qu'il avait fait pendant sa présidence, est-ce que vous pensez que dans cette configuration, les chefs d'État accepteraient plus volontiers de céder la place à des générations nouvelles? Ça peut aider. Je ne fais pas encore une confidence. J'ai discuté avec un des conseillers d'un président de la République en Afrique qui m'a dit, vous savez, vous de l'opposition, vous devez rassurer davantage ceux qui sont au pouvoir. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais si on n'est pas là, vous allez tous les passer devant la justice et vous allez les enfermer. J'ai dit, aurait-il posé des actes délictueux ou criminels? Si oui, ce n'est pas nous qui jugeons. Ce n'est pas ceux qui arrivent qui jugent. Mais on doit rassurer. C'est vrai qu'il faut rassurer ceux qui sont là pour qu'ils puissent partir. Mais c'est dans la morale de gouvernance que chacun doit se dire, eh bien, j'ai géré avec morale, j'ai servi mon peuple, et quel que soit ce qui peut arriver après, je ne m'en sortirai pas. Les mains propres. Mais cela ne nous aide pas parce que la référence le plus souvent, c'est quoi? C'est la France, parce que ces pays francophones ont été colonisés par la France. Le système de démocratie est inspiré de la France. On n'est pas aidé parce que, à peine avoir dit qu'il faut rassurer les présidents en place pour qu'ils puissent partir, et bien, à l'heure qui suivait, il me montre son téléphone qui dit Sarkozy vient d'être condamné d'1 an de prison ferme. Je dis, 10 ans après, si on peut poursuivre un chef d'État, je dis, même si Sarkozy peut être poursuivi, eh bien, je ne sais pas, c'est pas nous en Afrique. Nous pourrions être poursuivis également. Mais il faudrait que les Africains voient loin, aient une gouvernance vertueuse et soient rassurés. Les personnes qui peuvent se rassurer, c'est eux-mêmes qui peuvent se rassurer. Maintenant, il faut que également l'opposition qui veut une alternance et une intelligence également, de sorte qu'on puisse toujours trouver un terrain d'entente qui aille dans le sens des intérêts supérieurs de la nation. Donc, ce qui fait que c'est le vrai garant pour qu'un chef d'État, après son mandat, puisse vivre paisiblement. On va rejoindre Maître David Rajou, qui est l'un des avocats de Mohamed Ould Ben Abdelaziz, l'ancien président mauritanien qui a gouverné jusqu'en 2019. Bonjour Maître. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, il y a une commission d'enquête parlementaire, il y a eu un rapport qui est énorme, 800 pages, avec l'assistance de cabinets d'expertise internationaux. Et désormais, la justice réclame des comptes à une douzaine de proches du président et à celui-ci, sur des ventes de biens publics, sur l'attribution de marchés, sur des sociétés qui ont été saisies, des immeubles ont été saisis, des véhicules, de l'argent liquide. Et au total, il y en a pour 96 millions d'euros. C'est une somme considérable. Et ce n'est pas un dérapage dans le financement d'une campagne, comme pour Nicolas Sarkozy, dont on parlait à l'instant. C'est vraiment le braquage de la Banque centrale de Mauritanie. Oui, c'est une liste à la Prévert que vous venez de rappeler, une liste à la Prévert qui est énoncée par le parquet depuis maintenant le mois d'août 2020. Liste à la Prévert, malheureusement, qui n'a aucun contenu réel concernant le président Aziz.
Nous réclamons, et quand je dis nous, je parle notamment de mes confrères mauritaniens avec lesquels je suis régulièrement en contact, nous réclamons depuis le mois d'août l'accès à ce dossier qui, au dire des autorités politiques mauritaniennes et des autorités judiciaires qui leur sont inféodées, nous disent que les charges sont tellement importantes qu'il s'agit de plusieurs volumes de dossiers. Nous n'avons, au moment où je vous parle, aucun élément à charge qui nous a été communiqué concernant le président Aziz. Sinon des déclarations d'intention du parquet, des services de police et encore il y a quelques semaines du Premier ministre. C'est pour vous dire, monsieur, les interférences entre le pouvoir politique aujourd'hui en Mauritanie et le pouvoir judiciaire dans cette affaire. En tout état de cause, vous avez rappelé l'existence... votre plaidoirie. Pardonnez-moi, je vais vous poser quand même 2-3 questions parce que... Bien sûr. On ne va pas faire l'inventaire, effectivement, des délits qui sont reprochés au président. On lui reproche... le parquet dit que 67 millions ont été détournés par l'un des prévenus et 21 par son gendre. On pense qu'il s'agit effectivement du président et de son gendre. Est-ce qu'il peut, comme il le fait depuis maintenant l'année dernière, se retrancher derrière l'immunité que la Constitution prévoit pour les présidents en exercice? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est votre ligne de défense? Alors, ce n'est pas une ligne de défense. C'est tout simplement l'application de la Constitution. Et je rappellerai, pour notamment rebondir sur la discussion que vous aviez préalablement avec votre autre invité, que cette immunité présidentielle n'est pas faite pour protéger des individus. Elle est faite pour protéger une fonction, la fonction présidentielle. Pourquoi on protège la fonction présidentielle? Parce que dans un certain nombre de systèmes qui sont inspirés soit de la Constitution de 1958 dans les pays francophones, soit de la Constitution américaine dans les pays anglophones, soit des fois des systèmes mixtes, la fonction présidentielle est une fonction imminente. C'est-à-dire que le dispositif politique et institutionnel tourne autour du président. Et lorsque l'on parle d'immunité présidentielle, on parle de protéger une fonction. Mais ce n'est pas la cape d'invisibilité d'Harry Potter. L'article 93, ce n'est pas le droit de piller le pays, ce n'est pas un blanc-seing pour toute sorte d'activité criminelle quand même. Alors, c'est la responsabilité politique, ce n'est pas une immunité juridique à tout prix. Alors, il y a des textes. Je sais, puisque j'ai eu le plaisir de me déplacer en Mauritanie, que l'ensemble du peuple mauritanien, en tout cas une très grande majorité, est attaché à sa constitution. Et je rappellerai également, puisque c'est un élément important dans les événements judiciaires qui auront lieu dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce qu'il y aura des ripostes sur ce qui est en train de se passer en Mauritanie. La constitution mauritanienne, dans son préambule et dans ses articles fondateurs, rappelle son attachement à, d'une part, la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'autre part, la Charte africaine des droits de l'homme, et de manière générale, à tous les instruments juridiques internationaux. Et la Constitution, qui est le socle fondamental, puisqu'il faut parler de Constitution, prévoit aujourd'hui, dans son article 93, une immunité présidentielle. Une immunité de la fonction. C'est-à-dire que, pour faire ça... Ok. Expliquez-moi quand même d'un mot, parce que l'ancien président s'entendait comme un frère avec l'actuel président, qui a été, le président Gazaoui, qui a été son directeur de cabinet, son ministre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils en sont aujourd'hui à régler ces comptes d'une manière aussi implacable? Quel est l'intérêt de cette chasse aux sorcières? Alors, si vous voulez, la réponse, elle est très simple. On est aujourd'hui dans ce dossier dans une logique purement politique. Il s'agit d'éliminer un concurrent potentiel de la scène politique mauritanienne. Je vous rappelle quand même que le président Aziz, et c'est un fait qui est important parce qu'il est relativement rare,
lorsqu'il a quitté le pouvoir, a tenu précisément à respecter la Constitution. Et la transition qui s'est faite avec M. Ghazouani s'est faite de manière pacifique et légale en respectant le cadre constitutionnel. Malheureusement, on assiste depuis le mois de juillet 2020, enfin depuis le début de l'année 2020, à l'organisation à travers la création d'une commission parlementaire totalement illégale, puisque non prévue par la Constitution, par la mise en place d'une procédure policière également totalement illégale, des saisies de biens sur Monsieur Aziz, sur ses enfants, sur ses petits-enfants, une instrumentalisation politique par l'entourage et la personne de Monsieur Ghazouani, visant bien évidemment à éliminer un concurrent politique. Et c'est la première fois qu'en Mauritanie, un président élu succédait à un président élu dans les formes, dans les règles, et ces deux-là étaient normalement faits pour s'entendre. Merci, maître. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'il faut que les Africains s'élèvent davantage. La chasse aux sorcières ne sont pas des exemples, comme on le dit, mais la justice est également là pour faire son travail. C'est dommage que des collaborateurs en arrivent là. Et qu'est-ce qui a peut-être flashé dans leurs relations? Parce qu'il y avait quand même une relation de confiance. Mais quand même, 100 millions d'euros. Oh, ben c'est pas 100 millions d'euros. Quand vous le dites, ce n'est pas la mer à boire par rapport au budget de la Mauritanie. Et pour combien de temps cela dure déjà? C'est sur quelle période? Oui. Vous savez, parfois, quand on le présente comme ça, on se dit c'est ce qui est dans la poche. Mais un État, c'est quand même un État. Alors, un État, c'est assez important. Alors, quand on est au pouvoir, c'est la macroéconomie. Et vous savez que la macroéconomie, c'est des sommes assez importantes. C'est quand même difficile de dire que tout cela est rentré dans une poche et une seule, unique poche, qui est la poche du président. Une douzaine. En l'occurrence, il y en a une douzaine. Vous savez, les fonctions d'un président vont au-delà de cela. C'est parfois nos constitutions qui permettent qu'il y ait des moyens pour qu'il pose tel ou tel acte. En dérogeant aux règles de fonctionnement de l'économie, et ensuite, on se dit, il a une amnistie. Il faudrait bien que cela soit respecté. Si après l'amnistie, un nouveau président arrive... Vous avez une formation d'expert comptable, un sou est un sou. Voyez-vous, mais c'est du pénal. Le pénal n'est pas rétroactif. Si vous donnez une amnistie, vous venez annuler l'amnistie pour dire, nous avons le droit de le poursuivre pour les actes posés dans le passé, mais à quoi servirait? Le pénal, la législation actuelle du pénal ne dispose que pour l'avenir. Il faut que l'on s'entende là-dessus. Et puis, et que l'on se dise, s'il y a des actes qui ont été posés, il faut trouver un autre moyen que de faire toujours la chasse aux sorcières. Et surtout que là, c'est un bel exemple qu'un président démocratiquement élu passe le bâton de commandement à un autre président démocratiquement élu. Dans notre sphère, en Afrique de l'Ouest central, dans les pays arabes, maghrébins, ce n'est pas souvent que l'on le voit. Et c'est des choses qu'il faut encourager. Oui, quand on est au pouvoir, il faut penser à la suite. Mais quand on pense à la suite, on se dit qu'il vaudrait mieux rester au pouvoir. C'est un peu le dilemme des Africains. Mais c'est dommage. Alors, il y a des points communs entre la Mauritanie dont on parlait et le Burkina. Et d'abord, le fait que ces deux pays fassent partie du G5 Sahel, qu'ils aient un même ennemi qui les déstabilise. Je veux bien évidemment parler des organisations djihadistes qui prolifèrent. Comment est-ce que vous évaluez la situation sécuritaire aujourd'hui? D'abord, je fais un bémol sur ce que vous appelez les organisations djihadistes. En êtes-vous sûr que c'est des organisations djihadistes? Parce que les organisations djihadistes réclament, font des réclamations tendance à l'islam radical. L'islam radical au Burkina Faso, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas une tête forte de l'islam radical dans cette zone. Donc ce que nous appelons aujourd'hui des groupes armés. Si on savait en réalité de qui il s'agit, il faut aller vers des méthodes plus intelligentes qui est la diplomatie. Mais il appartient aux dirigeants. C'est leur racheter leurs armes et que ces organisations, ces djihadistes qui ne sont que des organisations armées, deviennent des organisations désarmées. Monsieur, imaginez que vous soyez agressé, votre famille soit agressée par une personne inconnue. Oui. Le bon sens voudrait quoi? Que l'on fasse des enquêtes pour savoir qui?
Ça veut dire que, exactement sur le plan macro, quand un pays est attaqué par des groupes armés non identifiés, ce n'est pas moi qui les appelle de cette manière, c'est des mots convenus par les Nations Unies et même dans la sous-région, eh bien, il faut d'abord savoir qui nous attaque, première raison, et ensuite savoir... On ne le sait pas? Vous avez un doute? Qui nous attaque? Dites-moi, vous avez déjà entendu des noms? Deuxièmement, pour quelles raisons on nous attaque? Oui. Si c'est une guerre asymétrique, dit-on. Si c'est une guerre asymétrique, il faut savoir qui nous attaque et pour quelles raisons. Si on a la réponse à ces deux questions, nous pouvons aller directement vers une solution diplomatique, comme je dis, et pour aller négocier avec ces personnes. Mais on ne sait pas de qui il s'agit. Donc le bon sens voudrait que nous ayons des réseaux de renseignements conséquents qui puissent nous dire qui nous attaque et pour quelles raisons. Bon, par exemple, lundi, cette semaine, donc il y a 3 jours, ça s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont des éléments qui arrivaient du Burkina, semble-t-il, et qui ont tué une demi-douzaine de militaires ivoiriens. On pense, tous les services, toutes les sources nous disent que Al-Qaïda au Sahel est en train de descendre vers la côte et que c'est vers eux qu'il faut se tourner. Vous ne croyez pas qu'il s'agisse... Dites-moi, M. Erouette, oui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a tant fait à Al-Qaïda islamique dans le Sahel, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas du Sahel pour être attaquée? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a posé comme acte t'en as agressé ces gens pour mériter cela? De la même manière que l'on se pose la question, qu'est-ce que le Burkina a fait? Je sais qu'à l'époque, ces gens de groupes armés frappaient à la porte du Burkina, sauf qu'on avait une armée mieux organisée qui anticipait sur leurs attaques dans le Sahel, que l'on a dissous, malheureusement. Mais je constate que dans le G5 Sahel, le seul pays qui a été épargné aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Et je ne crois pas que ce n'est pas la force des armes que la Mauritanie a trouvé cette paix. Non, je ne crois pas. Vous pensez que c'est la négociation avec les salafistes? Je pense qu'il y a une anticipation intelligente, un réseau de renseignements. Alors, attendez. L'anticipation intelligente avec les fous de Dieu. Avec un effet? Avec ce que l'on appelle en général des fous de Dieu. Alors on sait bien qu'il y a un mélange de trafic, de trabandistes, de contrebandiers, il y a de la délinquance et puis il y a un habillage souvent qui est l'islam combattant. Ça me rassure et on va arriver jusqu'aux questions. Je ne vais vous interrompre pas, excusez-moi, mais le Sahel, comment les contrebandiers arrivent au Sahel? Est-ce qu'ils viennent par la mer? Est-ce qu'ils viennent par la route? Et par où ils passent? Ils viennent par des avions. Si ils viennent par... Il n'y a pas de route pour y aller. Il n'y a pas la mer non plus. Donc forcément par des avions. D'où viennent les avions, en définitive? Vous savez, il y a des questions que l'on pose. Si on veut traiter... Donnez-moi les réponses. Les questions, je m'en occupe. Donnez-moi plutôt les réponses. Si on veut traiter le terrorisme par sa racine, il faut savoir d'où viennent ces armes. Une arme est produite, écoutez-moi, et on sait qui l'achète, on sait qui la produit, qui l'achète et pour quelle destination. Donc, s'il y a un trafic, recherchons les trafics. Nous avons des relations fortes avec des pays forts, bien renseignés, comme les États-Unis et la France. Recherchons les sources d'approvisionnement de ces armes ou de ces trafics. Il y avait une armurerie gigantesque qui était de la Libye, qui a répandu ses stocks. Oui, mais à l'époque, la Libye n'avait pas de drones. Aujourd'hui, les chefs d'état-major de la sous-région disent qu'il y a des drones qui survolent leurs installations. D'où viennent ces drones? Alors, expliquez-moi quand même. Du temps du président Blaise Compaoré, il y avait une certaine paix intérieure, mais on disait qu'il y avait justement toutes sortes d'arrangements, de deals. En fait, la sécurité du pays était assurée un peu en accueillant et en accordant une sorte de passage à des gens qui étaient recherchés par les pays voisins. Ça, à votre avis, c'est une époque auquel on pourrait revenir ou c'est exclu vu la globalisation, vu l'aggravation de la situation sécuritaire dans toute la région? Ou est-ce que c'est jouable? C'est une accusation
qui est faite aujourd'hui, que j'entends de gauche à droite, mais personne n'a encore apporté la preuve. Bon. Ce que je sais, M. Hervoët, c'est qu'à l'époque, nous avions une armée forte, intégrée, qui était impliquée, intégrée dans les populations et qui y vivait sans qu'on ne sache que c'était des militaires. C'est les populations Peul du Nord, du Sahel, et qui avaient des contacts de renseignement et qui savaient qu'ils pouvaient dormir dans les dunes à travers des trous, mais qu'ils faisaient, qui anticipaient. Et qui savaient qu'il y aurait des attaques, donc ils anticipent. Est-ce que cela explique le calme que nous avons vécu? C'est possible. Mais les vraies personnes qui peuvent vous répondre, c'est le président Compaoré et son ancienne équipe, dont Rochmark Christian Kaboré et Simon Compaoré et les autres, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et malheureusement, avec leur avènement, les attaques se sont multipliées. Et ça fait 5 ans que nous vivons cette situation, nous ne trouvons pas de solution. Nous affectons un tiers de notre budget pour l'armement, forces de défense et de sécurité. Et au contraire, la situation n'a pas cessé de se dégrader. Et la situation n'a pas cessé de se dégrader. Nous avons une force Barkhane qui est là, avec 14 000 personnes. Avec les forces spéciales qui sont à Ouaga. Hein? Et ben, voilà. Et nous attendons, sinon c'est déjà arrivé, 1200 soldats venant du Tchad, parce que dans le cadre de G5 Sahel. Donc nous espérons que peut-être avec tout cela, ça va s'arrêter. Maintenant... Ce qui manque en fait, c'est Blaise Compaoré. Oh non, je n'ai pas dit que Blaise Compaoré, non, moi je ne sais pas si Blaise Compaoré était... Blaise Compaoré n'est plus président, il le faisait à l'époque parce qu'il était président... Quand est-ce qu'il rentre? Ben, il faut poser la question à Rochmark Christian Kaboré. Allez, c'est terminé, on n'a plus que 10 secondes. Faites un pari, quand? L'année prochaine? Attendez, cette année? Nous souhaitons que cela se fasse dans les règles de l'art avec la plus grande intelligence. Le Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, pas seulement sur sa demande. Il y a d'abord la demande de l'État burkinabé, il y a également la demande de la Côte d'Ivoire et également la France. 2022? Il faut l'accord de ces 3 pays-là. 2023. Et en plus, l'accord des populations burkinabées pour qu'ils soient là, dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Qui vivra verra. Ainsi va le monde sur Télé Sud.